Je vous souhaite à tous la bienvenue. Je vous remercie pour votre présence pour ce programme. Nous allons accueillir donc Guylaine Ambroise. Euh, Isabelle, qui est Guylaine Ambroise et nous allons parler d'un sujet, nous allons parler de l'hérédité. Est-ce une fatalité? Ben, j'aimerais savoir aussi ce que tu en penses, Isabelle. Alors, Guylaine Ambroise est naturopathe, éducatrice en nutrition avec des spécialités en phytothérapie, aromathérapie et micronutrition. Étant naturopathe et missionnaire médicale, elle assure la présidence de l'association Eden 19, entourée de collaborateurs professionnels de santé et missionnaires médicaux. Ensemble, ils organisent et animent des séminaires dont le but est de promouvoir la santé et l'évangélisation par la santé. Ça s'annonce riche en enseignements. Nous nous sommes préparés spirituellement avec une prière et un chant. Et du coup, je te demandais en fait ce que tu pensais du sujet, c'est-à-dire est-ce que ben, l'hérédité, est-ce que c'est une fatalité? Alors, je pense que grâce au plan de bonheur et non de malheur que Dieu a pour chacun de nous, l'hérédité n'est pas une fatalité. Mais savez-vous que nous avons une énorme responsabilité en tant que parents sur les habitudes alimentaires que prendront nos enfants, nos familles, et cela sur des générations? Au travers des notions de génétique et d'épigénétique, nous verrons avec Guylaine quelles sont les conséquences sociales d'un appétit incontrôlé. Alors Guylaine, je te laisse la parole. Merci Isabelle et merci Violaine. Ça a été une très belle introduction du sujet. C'est très bien. Merci beaucoup. Alors, je dis bonsoir à tous mes frères et sœurs, amis, sympathisants. J'espère que tout le monde se porte bien grâce à Dieu. Tout d'abord, je souhaite quand même remercier l'équipe de la CDLP donc, Canada Antilles de m'avoir invité ce soir. Sachez que vous tous présents ici, vous avez fait le bon choix d'être parmi nous, car nous allons découvrir des choses extraordinaires sur le corps humain ce soir. Voilà. Donc, avant de commencer, les conseils que je vais vous donner ne remplacent en aucune façon une consultation médicale de tout autre professionnel. Seul votre médecin spécialiste est habilité à l'établissement d'un diagnostic médical, en fait, et d'un traitement adapté qui en découle. Donc, pour introduire mon sujet, effectivement, nous allons parler de l'épigénétique un petit peu de la génétique. Il faut savoir qu'avant la découverte des fonctions secrètes de l'ADN non codant, la plupart des biologistes étaient persuadés que les êtres vivants n'étaient que le produit de leurs gènes, ce qu'ils pensaient. En d'autres termes, nous serions déterminés par un programme génétique, le programme de la vie hérité de nos ancêtres, et cette conviction pose évidemment le problème de la responsabilité. Comment agir sur notre vie, changer nos comportements ou dépasser si nous sommes programmés pour posséder telle ou telle aptitude physique ou pour réagir de telle ou telle façon. Une vision clairement démotivante, plutôt démobilisante. Donc, on va voir ce que nous dit par rapport à l'épigénétique. On va apprendre, on va voir les choses différemment. Ce soir, je vais commencer quand même par des termes un peu compliqués. Je suis désolée, mais je suis obligée de passer par là. C'est un peu compliqué, un peu de chimie, c'est un peu scientifique, mais je vais essayer de le faire de manière simple. Je vais essayer. Et puis, au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez comprendre de mieux en mieux. Donc, je m'excuse déjà, mais je n'ai pas tellement le choix. Donc, je vais partager mon écran.
Alors, voilà. Donc, en première image, hein, je vous ai mis la photo, justement, l'image de la cellule, du noyau de l'ADN, mais je vais vous donner des explications dessus. Comme ça, au moins, le fait d'avoir l'image, c'est un peu plus parlant. Voilà, on va commencer par la définition de la génétique. Donc, sur Internet, on trouve une définition très simple, hein. Donc, c'est la branche de la biologie qui étudie les facteurs héréditaires pouvant favoriser le développement de certaines maladies. Et donc, sur cette croyance que les médecins s'appuyaient avant pour comprendre certaines maladies, on nous disait que comme nos parents ont eu telle maladie, donc nous aussi, on aura la même chose. Voilà, c'était ça les croyances. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir une grande révolution dans la science qui est l'épigénétique. Et cela a été découvert par des scientifiques il y a une vingtaine d'années. Et cette science remet en question la génétique. La définition de l'épigénétique, le terme épigénétique a été forgé par le scientifique et philosophe britannique qui s'appelle Conrad Al-Waddington en 1942, à partir du mot grec épi, qui signifie au-delà, au-dessus. En d'autres termes, l'épigénétique englobe des propriétés, un code au-dessus du code, c'est-à-dire un métalogiciel biologique qui transforme profondément le rôle de la génétique classique en agissant sur l'ensemble des processus qui entraînent des modifications de l'expression des gènes sans altérer la séquence de l'ADN. Et ces processus sont des événements naturels et essentiels au bon fonctionnement de l'organisme. Nous allons détailler tout ça. Très intéressant. Restez bien avec moi. Nous savons depuis peu que notre ADN peut également être influencé par notre environnement personnel. Grâce à l'épigénétique, on le sait. S'il y a des musiciens parmi nous, vous allez comprendre un petit peu l'image que je vais prendre. On peut dire les choses différemment. Nos gènes proposent des partitions sur lesquelles nous pouvons largement improviser notre symphonie du vivant. Nous pouvons décider de fumer et de boire ou de vivre sainement. Nous pouvons refouler nos émotions et enfouir nos traumas ou faire une psychothérapie pour nous libérer. Nous pouvons rester assis toute la journée ou faire de l'exercice. Nos choix influencent directement l'expression de nos gènes. Donc, en démontrant que l'ADN n'est pas seulement une question d'hérédité, l'épigénétique a bouleversé ces certitudes. Sachez, mes amis, qu'aux États-Unis, il y a des mutuelles qui remboursent des stages à des malades pour leur faire apprendre comment vivre et comment manger pour améliorer leur état de santé. Là, ils agissent directement sous l'épigénétique. En France, nos hommes politiques sont un peu plus restés sous la génétique, donc on est plus en retard par rapport aux États-Unis. Mais sachez que ça se fait déjà aux États-Unis, que des mutuelles remboursent pour faire un stage. Par exemple, le séminaire qu'on organise là pour le week-end de Pâques, eh bien, ça pourrait être payé par une mutuelle si on était aux États-Unis. Mais pour des personnes malades, c'est sûr. Voilà. Voilà, voilà. Donc, nous allons rentrer maintenant dans les choses un peu plus complexes. Qui sommes-nous? Donc, donc, notre corps humain est composé d'1 million de milliards de cellules. C'est énorme, n'est-ce pas? Chaque cellule possède un noyau qui mesure environ 0,07 mm. Notre génome humain comprend entre 20 000 et 30 000 gènes. Les scientifiques découvrent encore d'autres choses et ça évolue, hein. J'ai vu, il y a un qui a trouvé même 80 000 gènes. Donc voilà, mais c'est en moyenne, on reste dessus, 20 000 à 30 000 gènes. L'expression des gènes, c'est le processus par lequel on passe de l'ADN de l'information stockée dans un gène et on lit cette information pour aboutir à la fabrication d'une protéine. Alors, après, je vais l'expliquer. Je vais vous expliquer l'image tout à l'heure. On va d'abord parler des protéines parce que c'est important, hein. Les protéines sont présentes dans chacune de nos cellules. Les protéines jouent un rôle essentiel. Elles forment ce qu'on appelle le phénotype moléculaire, donc cellules et organiques, c'est-à-dire l'ensemble des caractéristiques biochimiques d'un organisme vivant. Il est à noter que le phénotype désigne l'ensemble des gènes d'un organisme vivant, alors que le phénotype représente le caractère visible par un ou plusieurs gènes. Par exemple, certains gènes vont déterminer la couleur de la peau,
des cheveux ou des yeux. Donc là, on est dans l'aspect du génotype, là. La taille des mains, la forme de la tête. Voilà. Donc d'autres gènes aussi indiquent au corps comment se comporter face à une agression extérieure. Par exemple, face à un virus. Des protéines capables de catalyser les réactions chimiques dans les cellules, on va les appeler les enzymes. Je vais vous parler des enzymes tout à l'heure. Donc, eux vont ouvrir la double hélice de l'ADN et transcrire les gènes de l'ADN en un simple brin appelé ARN messager, qui contient une copie du code génétique. Et ce ARN messager, pour l'imager, c'est comme un petit morceau de l'ADN. Alors, sur l'image, voilà. Je vais vous expliquer. Donc, nous avons l'ADN, cette double hélice là que vous voyez, voilà, c'est en forme de vague là. Donc, de l'ADN sort ce petit brin ARN messager. Donc, vous voyez un petit fil un peu violet, c'est marqué ARN messager. Donc, c'est ce brin qui va sortir de l'ADN parce que l'ADN ne sort pas du noyau, hein, ça, je vais l'expliquer tout à l'heure. Donc, il y a un petit morceau, un petit bout qui va sortir, l'ARN messager, qui va passer dans le cytoplasme et qui va après aller au niveau des ribosomes et former ce qu'on appelle la protéine. Mais je vais le redire de différentes manières encore pour que vous puissiez bien le comprendre, quoi. OK, donc l'ADN des gènes se trouve dans les noyaux. Alors, pourquoi je dis les noyaux? Parce que chaque cellule contient un noyau. Chaque cellule contient un noyau et donc les protéines sont produites à l'extérieur du noyau dans ce que l'on appelle le cytoplasme des cellules. Donc vous voyez le cytoplasme, voilà, c'est à l'extérieur des noyaux que se forment les protéines. Donc comment est exploité le message génétique? Nous avons donc le gène qui, grâce à un processus que l'on appelle transcription, va transformer au copier en une molécule que l'on appelle ARN messager, lequel participe à la conversion de l'ADN en protéines. Donc, vous avez déjà entendu parler de l'ADN messager, hein, lors des campagnes de vaccins, tout ça. Donc, ce n'est pas nouveau ce mot-là. Maintenant, vous voyez un petit peu où est-ce qu'il est en fait cet ARN messager. Et donc, cette étape de transcription est essentielle pour activer le gène. Il y a aussi l'étape de traduction aussi. Elle permet l'expression des gènes portés par l'ADN. L'ADN est entouré de protéines qu'on appelle les histones. Et les histones, protéines, vont interférer avec l'ADN. Il va y avoir des phénomènes épigénétiques au niveau des histones qui supportent l'ADN. Donc, il faut un peu imaginer l'ADN qui fait au moins 2 mètres de long, qui est enroulé en fait. Il est, euh, 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 il est compacté en fait. Il est assez serré dans la chromatine et donc il a des difficultés en fait à fonctionner. Donc, il y a des gènes qui ne peuvent pas en fait se libérer parce que c'est trop serré. C'est trop serré. Donc, autrement dit, on peut dire ça différemment. Donc, l'ADN qui est accompagné de protéines, comme je vous l'ai dit, il n'est pas tout seul. Donc, il est avec ce groupement d'histones. Et cet ensemble, on appelle la chromatine. L'ensemble des histones, on les appelle la chromatine. Voilà. Donc, tout ça, c'est l'assemblage de l'ADN avec ces protéines particulières. Et quand la chromatine est trop compactée, il n'y a pas d'expression de gènes. C'est serré. Vous comprenez, c'est serré. Donc, ça ne peut pas, les gènes ne peuvent pas s'exprimer, quoi. Et donc, le facteur de transcription n'a plus accès et donc le gène, il est réduit à l'état de silence. C'est le contrôle génétique et de l'expression des gènes. Voilà. Donc, vous aurez l'impression que je me répète, mais c'est vraiment pour être sûr que vous avez bien compris un petit peu le processus. Donc, je vais dire les choses d'une autre manière. L'ADN, qui est le grand livre de la vie, OK? Elle est inerte, engoncée dans le noyau. Et donc, il y a cette petite molécule qui est produite à partir de l'ADN, l'ARN messager, qui est la bile. Elle peut voyager, voilà, voilà, elle va aller dans le cytoplasme, il n'y a pas de souci. Et donc là, elle va rencontrer une machinerie pour produire en fait des protéines. Voilà. Donc, l'ARN messager qui vont aller dans la cellule au niveau des ribosomes. Et là, le ribosome fabrique des protéines. Donc, je pense que là, vous avez compris, je l'ai dit de 3 manières différentes. Donc, c'est comme ça pour les 20 000 gènes du corps. C'est la même étape. Les protéines assurent la survie de la cellule, hein, qui assure la prolifération des cellules et les fonctions spécifiques de chaque cellule. Donc, une cellule de foie
va avoir des protéines spécifiques pour sa fonction. Pareil aussi, un neurone va avoir des protéines spéciales de sa fonction de neurone. Le neurone ne va pas avoir des protéines pour la fonction de foie ou pour le pancréas. Il va pas émettre de l'insuline. Les neurones ne vont pas émettre de l'insuline. Donc, vous voyez, chacun a sa fonction. Les protéines sont bien disciplinées, ils savent ce qu'ils font. Voilà, c'est merveilleux. Et donc, si on bloque les facteurs de transcription qui est l'interrupteur d'agir, donc pas de transcription, pas d'ARN messager, et donc pas de protéines et pas d'expression du gène. C'est clair. Alors, pour reprendre un peu tout ça, donc l'ADN contient des gènes, c'est-à-dire l'information, les plans moléculaires, tandis que les protéines et les enzymes sont les exécutants. À partir des plans de l'ADN, ce sont elles qui construisent les briques de l'usine de la cellule, en fait, et elles constituent les machines à outils qui assurent son fonctionnement. Donc, comment libère-t-on l'ADN compacté? Mes amis, imaginez un tiroir fermé à double tour. Imaginons le tiroir fermé à double tour. Les gènes qui y sont formés, donc la chromatine, donc les gènes qui sont fermés en fait dans ce tiroir. Le tiroir est fermé, mais il y a les gènes à l'intérieur, hein. Donc, ne peuvent être ni transcrits ni traduits. C'est fermé à clé. À moins, bien sûr, d'avoir la clé. Mais de même que dans le cas d'un tiroir secret, il existe évidemment un moyen d'activer le bouton qui déclenchera le mécanisme. Et ce bouton, c'est la modification des histones. Elle actionnera l'ouverture du tiroir et ainsi le blocage ou le déblocage de la transcription de certains gènes. Et grâce à cette clé, il sera possible d'assurer la transcription des gènes en ARN messager et puis de traduire le message génétique en protéines, ce qu'on va appeler la transcription. Donc, nous retrouvons ici donc les deux mots, voilà, les deux mots-clés en fait. Un gène inhibé équivaut à un tiroir fermé. Un gène inhibé correspond à un tiroir fermé. Si vous mettez bien l'image devant vos yeux, ça va plus vous parler. La transcription ni la traduction ne sont possibles en fait. Ils ne seront pas possibles. En revanche, lorsque le tiroir s'ouvre, l'expression du gène conduit à la production d'une protéine. Ouverture du tiroir, il va y avoir une production de protéines. OK? Ouverture et fermeture du tiroir génétique sont assurées par les mécanismes d'acétylation ou de méthylation des gènes ou des histones. Voilà. Toutes les cellules de notre corps viennent d'une cellule originelle que l'on appelle le zygote. Donc, ceux qui ont fait la science ont déjà entendu parler de ça, qui ont fait de la biologie. Donc, les cellules de notre corps viennent du zygote, qui correspond à la rencontre entre l'œuf et le spermatozoïde. Donc, on hérite du matériel héritage de nos parents. Et cette unique cellule va former toutes les cellules de notre corps. Avec une diversité de fonctions avec tous le même code génétique. Donc, ils ont une diversité de fonctions, mais ils ont tous le même code génétique, avec un patrimoine génétique commun. Donc, on doit former toutes les cellules de notre corps. Il y a, mes amis, un phénomène d'équilibre qui existe. Vous voyez cette lésion au niveau de l'ADN? Lorsqu'il y a un dégât au niveau de l'ADN, il y a comme une tête de lecture qui passera en fait sur l'ADN et il s'arrête l'endroit où il y a la lésion. Et qu'est-ce qui va se passer? Des enzymes vont découper l'ADN et ensuite ça sera réparé. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Il y a une détection en fait des dommages, système de réparation et l'ADN est réparé. En fait, Dieu a mis des systèmes de réparation dans notre corps pour que les choses se passent tout seules. Mais malheureusement, parfois, nous sommes soumis à des toxines physiques et chimiques régulièrement et au bout d'un moment, le système de réparation, il fait un burn-out. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Il a trop à réparer et donc des mutations vont se reproduire et donc des maladies génétiques, des cancers, etc. vont survenir parce que l'ADN ne peut pas être réparé. Donc, je vous laisse imaginer ce que fait les radiations sur les cellules. Sur les 20 000 gènes, il y a seulement 2% de l'ADN qui est codant, c'est-à-dire 2% seulement qui fabriquent des protéines. Donc avant, les scientifiques pensaient
que le reste de notre ADN ne faisait rien, donc il ne servait à rien, et donc il appelait les 98% restants l'ADN poubelle. Donc pour ceux qui ont fait la biologie, ils ont déjà entendu parler de ça. Donc avant, les scientifiques l'appelaient l'ADN poubelle. Mais on verra que les 98% de cette partie-là, c'est elle qui fait un gros boulot au niveau de l'épigénétique. Et Dieu a permis justement que ça soit révélé à l'être humain il y a une vingtaine d'années, parce qu'avant, il ne le savait pas. Mais Dieu fait bien les choses, parce que nous vivons dans un monde justement où les choses vont vite, il y a beaucoup de pollution, on se nourrit mal, on est de plus en plus malade, et notre Créateur veut qu'on soit en bonne santé. Donc, il a permis, il a donné l'intelligence à l'homme, il leur a révélé que ces 98% ne servent pas à rien. Au contraire, ils ont un rôle très important au niveau de l'épigénétique, pour notre bien-être, pour notre santé. Et donc, chaque cellule contient le même ADN, comme je vous l'ai dit, les mêmes informations génétiques. Les micro-ARN sont fabriqués par les 98% de notre ADN. Et ce sont des ADN non codants. OK? Parce que les 2%, eux, ils sont codants et 98%, ils sont non codants. Ils forment l'épigénome, c'est-à-dire l'ensemble des gènes qui déterminent les modifications épigénétiques d'une cellule grâce à la production de molécules qui ne sont pas seulement des protéines et des enzymes, comme dans les mécanismes habituels de la vie cellulaire, mais des petites molécules d'ARN qui circulent dans tout le corps et agissent comme des interrupteurs chimiques on-off. Donc, soit il va y avoir une transcription, une traduction. Je vais pas vous parler de certaines choses parce qu'il y a des éléments que je vais pas voir ce soir parce que c'est assez compliqué. Je ne vais pas vous parler de ce que constitue l'ADN, de ce qui le caractérise par ses initiales. Je vous évite toutes les explications des nucléotides aussi, des chromosomes, etc. On ne va pas rentrer dans ça ce soir. Peut-être une autre fois, on verra bien, mais je préfère rester à l'essentiel. Donc, du coup, je saute toute cette partie voilà, sur la constitution de l'ADN, en fait. Alors, je vais employer encore un autre terme ce soir, et puis après, on va passer aux choses un peu plus simples. Voilà, donc il y a trois éléments qui coupent les gènes. Il y a trois éléments qui coupent les gènes. Donc, deux éléments enzymatiques, parce que je vous ai dit qu'il y a les protéines, mais il y a aussi des enzymes aussi. Et ils ont leur rôle. Je vous ai expliqué qu'au début, je vous ai dit que les protéines et les enzymes sont les exécutants. Donc, que vont faire les enzymes? Donc, deux enzymes. On va parler des histones méthyltransférases et des histones acétyltransférases. Je reprends les histones méthyltransférases et les histones acétyltransférases. Ce sont des enzymes qui transfèrent les éléments chimiques sur les histones et ils vont bloquer l'expression du gène ou au contraire les amplifier. Voyez? Ils vont transférer les éléments chimiques au niveau des histones, mais ils vont bloquer l'expression du gène. Et le troisième élément, ce sont les micro-ARN, dont certains sont des micro-ARN interférents, c'est-à-dire qu'ils interfèrent avec l'ARN messager. Donc, je vous le rappelle, comme je vous avais dit, l'ARN messager qui sort en fait du noyau, il traverse le cytoplasme pour la fabrication de protéines. Donc, voilà. Et donc, ils quittent le noyau, voilà, ils vont copier l'ADN pour aller sur le ribosome. Donc, je vais reprendre. Le troisième élément, ce sont les micro-ARN non codants qui vont interférer avec l'ARN messager. Ils vont en fait empêcher cette fabrication. Je vais l'expliquer. Si les micro-ARN interférents reconnaissent une séquence de cet ARN messager, ils vont appeler une molécule qui s'appelle RISC, qui va couper le programme des enzymes et des protéines, et donc il n'y a pas d'exécution sur le ribosome. Alors, pour imaginer, je dirais aux enfants, par exemple, si vous mangez un fruit qui est riche en antioxydants, donc qu'est-ce qui va se passer? Donc, les ARN interférents, ils vont empêcher justement la séquence de l'ARN messager. Ils vont couper justement cet ARN. Et comme ça, le gène sera bloqué. Et ça va apporter, les antioxydants apportent beaucoup de nutriments, de vitamines pour notre corps, par exemple.
Et donc là, le gène ne va pas être exprimé, donc il sera méthylé. Voilà, j'avais oublié de mettre l'image pour vous, mais je pense que voilà, vous avez déjà vu l'image. Donc on va continuer. Mais c'est vraiment magnifique, hein. Franchement, c'est merveilleux. Tout ce processus qui se fait dans nos cellules, c'est magnifique. Et ça se fait tout seul. Notre créateur a mis tous ces mécanismes en nous. C'est beau, c'est vraiment magnifique. Voilà, les informations provenant du milieu extérieur modulent l'expression des gènes en inhibant ou désinhibant certains en fonction de notre environnement. OK? Les êtres vivants disposent de réels potentiels d'action sur leur génome. Nous avons un réel potentiel en nous. Nous pouvons décider. Nous pouvons le faire. Les êtres vivants, donc ça je l'ai déjà dit, donc leurs actes ont des conséquences puisqu'ils peuvent activer des gènes et en mettre d'autres en veille. Et c'est cela qu'étudie l'épigénétique, donc les mécanismes d'activation ou d'inhibition des gènes, la modulation de leur expression par les comportements ou l'environnement. Donc, suite à votre environnement, à vos comportements, il va y avoir des gènes qui seront activés et d'autres qui ne seront pas activés. Tout dépendra de vous. Eh oui. Je vais prendre un exemple de la nature pour imaginer un peu cette méthylation, cette idée de méthylation. Savez-vous que les larves d'abeilles naissent tous avec le même ADN? Comme les jumeaux monozygotes, génétiquement identiques, elles possèdent exactement le même patrimoine génétique et pourtant certaines d'entre elles seront reines alors que d'autres deviendront ouvrières. Donc, quelle est la clé de ce mystère? Des expériences menées en laboratoire ont mis en évidence l'influence de la nutrition sur le développement des larves. Des chercheurs ont étudié l'impact de l'apport en gelée royale sur une durée plus ou moins longue. La question qui se posait, est-ce que l'alimentation allait engendrer des différences significatives? Ils ont observé que des larves nourries pendant au moins 5 jours avec de la gelée royale se transformaient systématiquement en reines. Soumis au même régime alimentaire pendant 3 jours maximum, 55% des larves de la colonie devenaient ouvrières et 25% intercastes, donc des faux bourbons, et seulement 20% reines. Selon qu'ils recevront ou non un repas de roi ou plutôt de reine, certains gènes vont s'exprimer pour produire une abeille plus grosse et capable de vivre plus longtemps que les autres. Au cours de sa vie royale, qui peut durer 4 ou 5 ans, la reine se consacrera presque exclusivement à la ponte. Les ouvrières, elles, petites, très mobiles et stériles, ne vivront que quelques semaines. Vous voyez un petit peu l'influence de la nourriture sur les abeilles. C'est la même chose pour nous. C'est la même chose pour nous, mes amis. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein. Ce sont les études scientifiques. On voit comment une abeille devient reine. Pour ceux qui ne le savaient pas, maintenant ils le savent. C'est grâce à leur nourriture. Donc, vous allez comprendre au fur et à mesure pour nous aussi comment ça se passe. Mais on va y arriver, quoi. J'ai parlé de méthylation. La méthylation consiste en un processus biologique qui implique la modification de l'ADN par l'ajout d'un groupe méthyle. C'est-à-dire cette modification possède un impact significatif sur la régulation de l'expression génétique en activant ou en réprimant l'expression de certains gènes. Donc, soit les gènes sont activés ou inactivés, on parle de méthylation. Donc, voilà, même si vous ne retenez pas le mot, mais sachez qu'il y a ce phénomène d'activation ou de non-activation de nos gènes, quoi. Je voudrais vous rappeler en fait que l'homocystéine est un acide aminé qui joue un rôle déterminant dans la méthylation. Pour avoir une bonne méthylation, on doit faire attention à son taux d'homocystéine. Il est prouvé maintenant qu'un excès d'homocystéine dans le sang, appelé hyperhomocystéinémie, est associé à un risque accru de maladies cardiovasculaires et d'autres maladies chroniques, accidents vasculaires cérébraux, démence, Alzheimer, maladies génétiques. Cela est dû à un déséquilibre dans les processus de méthylation qui peut entraîner des perturbations dans la régulation de l'expression génétique et de la réparation de l'ADN.
Je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet de l'homocystéine aujourd'hui. Ceux qui voudront savoir s'ils ont une bonne méthylation et quoi faire, je les invite à voir leur médecin, à demander de faire un examen pour contrôler le taux d'homocystéine. Et après, vous pourrez revenir vers moi et avec vos résultats et on verra ensemble où est-ce que vous en êtes au niveau de votre méthylation. Mais sachez que c'est très important pour avoir une bonne méthylation de contrôler son taux d'homocystéine. Maintenant, nous allons passer à la partie un peu plus facile maintenant. Lorsque nous évoquons le génome humain, nous omettons généralement de mentionner, je ne sais pas combien de temps, dans combien de temps que je dois m'arrêter, on doit faire une pause tout à l'heure. C'est pas encore maintenant. On me fera signe. Lorsque nous évoquons le génome humain, nous omettons généralement de mentionner le métagénome. Sous ce nom se cachent les génomes des populations bactériennes qui peuplent notre organisme. Le métagénome est donc non seulement constitué de nos 25 000 ou 30 000 gènes, mais aussi des 10 millions de gènes microbiens. Ça, c'est important. Avec ces derniers, nous constituons en fait un super organisme avec tous ces bactéries que nous avons. Et donc, vous avez compris, je vous parle du microbiote. On dit aussi microbiome aussi, quoi. Donc, nous sommes déjà composés de 6 000 milliards de cellules humaines, mais nous avons aussi 100 000 milliards de cellules bactériennes. Et les microbes vivant à l'intérieur de notre intestin, donc la flore intestinale, constituent notre microbiome. Ça, c'est très important. On a parlé des gènes, mais on doit aussi penser aussi au microbiote aussi, très important. La flore microbienne vit donc en symbiose avec son hôte, c'est-à-dire nous. Elle est constituée de bactéries, de paracémies, de micro-champignons qui représentent ce que l'on appelle aussi des micro-organismes. On les appelle les commensaux. Ce terme issu du latin cum, qui veut dire avec, et mensa, table, signifie simplement avec qui nous sommes à table tous les jours de notre vie. Donc, nous devons penser à ça. Ils sont là, donc on les nourrit. Ce qu'on va manger, en fait, va nourrir ou pas nos bactéries. Il y a 4 flores principales. Donc, celle qui vit sur la peau, celle des bronches et des poumons, la flore du système génital et la flore du système digestif. Et ces microbes constituent la population la plus abondante et la plus variée. Le microbiote intestinal ne s'établit pas de manière homogène dans l'ensemble du système digestif. Il se localise principalement dans l'intestin grêle et dans le côlon. L'estomac étant un environnement trop acide pour le développement des micro-organismes. Donc, ces derniers logent sur les parois intestinales protégées par le biofilm formé par le mucus intestinal afin que les micro-organismes ne soient pas entraînés par le transit. Donc, le microbiome est un véritable organe qui peut peser jusqu'à 5 kg. Il sécrète des hormones, des vitamines et il joue un rôle dans certains dérèglements cérébraux. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails aujourd'hui. On sait que le microbiome aussi va stimuler l'immunité. Il permet ainsi de lutter contre d'autres virus ou bactéries dits opportunistes susceptibles de coloniser cet hôte. OK. Alors, bien entendu, ce microbiote, il a des ennemis. Quels sont ses ennemis? La plupart des déséquilibres du microbiote s'expliquent par les bouleversements de notre vie. Une trop forte consommation de sucre qui peut provoquer une inflammation de notre tube digestif. Les aliments transformés, les conservateurs qui contiennent détruisent la mycloflore saine et nourrissent les mauvaises bactéries et autres levures. Il y a l'eau chlorée. Le chlore contenu dans l'eau du robinet permet de tuer les germes nuisibles qu'elle peut contenir. Mais de la même manière, il s'attaque aussi directement à votre flore intestinale sans faire le tri en bonnes et mauvaises bactéries. Le stress, aussi, un des facteurs, il peut générer une modification de la composition du microbiote. On a la pollution, les métaux lourds, le cuivre ou le zinc contenus en quantité importante dans les poissons de la fin de la chaîne alimentaire, donc les saumons, tout ça, les thons, transforment certaines bonnes bactéries en bactéries pathogènes. Donc, c'est nuisible pour nous. Les médicaments tels que les médicaments anti-reflux ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui abîment le revêtement muqueux de l'intestin, donc ça abîme le microbiote. Les antibiotiques, bien entendu aussi. Voilà, nous savons que le microbiote est notre deuxième cerveau.
Vous avez déjà entendu ça? Selon l'embryologie, les cellules nerveuses de l'intestin proviennent du même feuillet embryonnaire que celles du cerveau. À un moment donné du développement de l'embryon, entre 10 à 20 jours, les cellules nerveuses se séparent en deux parties. L'une va constituer le cerveau principal, ok, et l'autre, le système nerveux entérique, dont, dont l'étude en fait fonctionne aujourd'hui. Ça a donné en fait naissance à la neurogastro-entérologie. Donc, cette étude en fait a donné naissance à ce que l'on appelle la neurogastro-entérologie. Donc, tout cela confirme que nous sommes bien dotés de deux cerveaux et ils vont communiquer entre eux constamment par le biais du nerf vague. Le nerf vague est le plus long nerf de l'organisme. Il est la voie de communication la plus rapide, comme une ligne de téléphone, par exemple. Et les chercheurs étudient en ce moment comment les bactéries stimulent notre nerf vague. Voilà. Et la stimulation du nerf vague est déjà un traitement contre la dépression. Donc, ils utilisent aussi cela. L'axe intestin-cerveau est bidirectionnel, mais la communication ascendante est infiniment plus riche. 80% des informations du nerf vague vont de l'intestin vers le cerveau et 20% dans le sens inverse. Donc, c'est énorme, hein? Donc, 80% vont de l'intestin vers le cerveau. Et il n'y a que 20%. Donc, on voit vraiment l'importance de prendre soin de notre microbiote, hein. L'intestin dénombre 200 à 6 millions de neurones ou neurotransmetteurs. Et ces messages chimiques cellulaires moléculaires sont semblables à ceux du cerveau. De plus, il y a des milliards de bactéries qui communiquent. C'est un écosystème qui influence tous nos traits. Ah oui, ça a un impact direct sur notre santé. Voilà, donc effectivement, ce deuxième cerveau que nous avons dans les intestins, un cerveau qui est composé de plus de 100 millions de neurones, on appelle aussi ce cerveau le cerveau entérique. Je ne sais pas si certains parmi vous ont déjà entendu parler de ça, mais on appelle aussi ce deuxième cerveau le cerveau entérique. Il est en liaison permanente avec celui de notre tête. OK? Donc, je ne vais pas non plus trop m'étaler dessus. Donc, pour résumer, je dirais que notre vie reflète une interdépendance étroite en plus du génome entre trois domaines que l'on pourrait représenter par trois cercles qui se recoupent. L'environnement, l'épigénétique et le microbiome. Le microbiome, c'est le microbiote, hein, c'est la même chose, hein, mais on dit aussi microbiome pour ceux qui ne le savent pas. Notre organisme se situe à l'intersection de ces trois cercles, chacun jouant un rôle essentiel. Nous connaissons les facteurs extérieurs négatifs qui influencent notre vie, le stress, les accidents de la vie, la pollution, etc. Tous peuvent, à des degrés différents, en fait, altérer nos gènes. Mais sans la flore intestinale, nous ne pourrions tout simplement pas survivre. Donc, nous devons prendre soin de notre flore intestinale. Ce que nous mangeons tous les jours détermine l'équilibre de ce super-organisme et donc de son métagénome. Pour information, il existe une science qui étudie la relation entre l'alimentation et les gènes, euh, qu'il s'agisse des nôtres ou de ceux de nos bons microbes. On appelle cette science la nutrigénomique. Et cette nouvelle discipline, c'est le mariage de la génomique et des sciences de la nutrition qui a permis de confirmer les impacts de l'alimentation sur la prévention et le traitement des maladies. OK. Donc, je vais mettre une dernière diapositive. La nutrition équilibrée est une des clés de la pratique épigénétique. Retenez ça bien. La nutrition équilibrée est une des clés de la pratique épigénétique. Donc, avant de continuer, je vais laisser la parole à Isabelle et Violaine. On va faire un moment de pause. Merci Guylaine pour cette première présentation qui est vraiment très très riche. Merci énormément. Et là, je vous propose de prendre un moment pour pouvoir méditer et penser à tout ce qui nous a été dit, à pouvoir intégrer toutes ces nouvelles informations en ayant une pause musicale. Oui, c'est une bonne idée, Isabelle. Nous allons écouter Nelly qui interprétera le chant Merci Seigneur. Je vous souhaite une bonne écoute.
Merci Seigneur pour les épreuves de la vie. Si je te laisse me conduire, je serai plus fort. Merci Seigneur pour la patience que tu me donnes quand les difficultés sont là. Tu es près de moi, car seul n'est pas dans ma nature de me soumettre à toi, Seigneur, et de laisser régner en moi ton Esprit Saint. Quand je reprends en main ma vie, voulant tout seul la diriger, j'oublie si souvent d'écouter ta volonté. Merci Seigneur, car je sais que dans la détresse, tu es là, tu conduis mes pas, tu guides nos vies, tu as promis de ne pas nous abandonner. Tu es présent dans nos combats pour nous soutenir. Jésus, tu as changé nos vies. Tu en as fait une harmonie. Nous ne sommes plus seuls ici-bas, car tu es là. Jésus, tu nous remplis de bonheur et ta joie inonde nos cœurs. Tu nous as libérés, pardonnés. Alléluia. Jésus, tu m'as rempli de bonheur et ta joie inonde mon cœur. Tu m'as libéré, pardonné. Alléluia. Jésus, tu as changé ma vie. Tu en as fait une harmonie. Je sais que tu viendras me prendre enfin pour être à toi toujours, toujours. Je serai à toi toujours.
Que Dieu vous bénisse tous. Merci Anneli pour ce beau chant. Vraiment, je dis amen à cela. Amen, amen. Mm. C'est ça. Vraiment, merci Anneli. C'était vraiment un très beau chant. Alors, on va retourner dans notre beau sujet. Donc, on était maintenant sur le plan de la nutrition. Et donc, je disais que la nutrition équilibrée est une des clés de la pratique épigénétique. Vraiment, c'est une clé très importante. C'est la première des clés. Alors, je vais refaire mon partage d'écran parce que du coup, c'est sorti. Ah, mais ça, c'est génial. OK. Donc, voilà. Donc, comme le disait Hippocrate, hein, tout le monde connaît Hippocrate, vous avez déjà entendu parler d'Hippocrate, et il nous disait que ton aliment soit ton seul médicament. Ce terme prend tout son sens et s'ouvre à une dimension encore plus large lorsqu'on comprend l'impact de l'alimentation sur nos gènes. Vraiment, euh, on lit cette phrase souvent un peu comme ça, mais maintenant que vous avez compris un petit peu l'épigénétique, cette phrase d'Hippocrate prend vraiment tout son sens parce qu'on comprend maintenant l'impact de l'alimentation sur nos gènes. Ça, c'est important. Mais nous allons continuer, nous allons voir ça. Je vais vous donner un exemple d'une substance pour notre génome, pour prendre soin de notre corps aussi, du génome. Donc, je vais parler des antioxydants. Je vais prendre juste un exemple, mais je ne vais pas détailler toutes les substances ce soir parce que ça serait long si je dois faire un cours de nutrition ce soir et que je dois vous parler de tous les aliments qu'on a besoin, enfin tous les nutriments, les macronutriments, etc. Ça va prendre du temps. Mais je vais vous parler des antioxydants déjà. Il faut savoir que notre génome est fréquemment exposé au phénomène d'oxydation du fait de l'activité oxydante induite par la respiration cellulaire. J'en avais parlé quand j'ai parlé des mitochondries au mois d'octobre. J'avais parlé de la respiration cellulaire. Un génome oxydé est un génome dont l'activité est fortement modifiée, voire altérée. Il peut même être non fonctionnel, induisant ainsi la mort cellulaire. Et donc, ce phénomène d'oxydation représente d'ailleurs un facteur de risque face au vieillissement, face à l'apparition de mutations et à la formation de cellules. Donc, il est nécessaire de protéger l'ADN grâce à l'action d'antioxydants. Donc, oui, il faut en fait consommer beaucoup d'antioxydants. C'est important parce que ça va contrecarrer justement ce vieillissement prématuré cellulaire. Alors, quelle est la bonne alimentation? L'alimentation la plus adaptée à notre génome est l'alimentation végétarienne. Et oui, mes amis, c'est la meilleure alimentation. Je vous ai parlé d'oxydation. Qu'est-ce qui crée cette oxydation? C'est aussi l'inflammation. Donc, comment faire pour éviter l'oxydation, l'inflammation? Comment on va faire pour l'éviter? Eh bien, on doit éviter tout aliment qui acidifie l'organisme et qui va créer justement une inflammation. Tout simplement, on doit éviter tout aliment qui acidifie notre organisme et qui va créer une inflammation. Donc, comment? L'alimentation moderne qui a une prédilection pour les aliments acidifiants, tels que la viande, le poisson, les œufs, le sucre raffiné, les céréales raffinées, l'alcool, le thé, le chocolat. Voilà, vous avez toute la liste sous les yeux. Tout ça, ce sont en fait des aliments qui sont vraiment consommés dans notre temps actuel. Les fast-foods, les jeunes aiment beaucoup ça, mais tout ça, ce sont des aliments qui sont acidifiants. Et je ne vous dis pas tout ce qu'il y a de mauvais dedans, parce que si je dois faire la liste, elle serait longue. Donc, comment faire? Nous devons consommer ce qui est alcalin pour avoir un pH en fait qui sera neutre en fait. En plus des aliments acidifiants, on a d'autres facteurs aussi qui favorisent l'inflammation. Donc, il n'y a pas que cela, mais on a aussi d'autres facteurs qui vont favoriser l'inflammation. Donc, quels sont ces facteurs? On a la pollution, les médicaments, le tabac, l'alcool, le stress. Alors ça, le stress, eh oui, il y a beaucoup à dire dessus, hein, le stress, hein. Déséquilibre de la microflore intestinale, j'ai parlé du microbiote tout à l'heure, mais s'il y a un déséquilibre, ça va créer une inflammation. Le syndrome d'hyperméabilité intestinale, toujours lié au microbiote. Le manque d'hydratation, ça veut dire qu'il faut boire beaucoup d'eau. Le manque de sommeil pour les gens qui ne dorment pas beaucoup, qui sont toujours stimulés, qui vont dormir très tard et voilà. Le manque d'exercice physique. Tout ça va créer une inflammation aussi dans notre corps. Donc, pour éviter une inflammation chronique, on doit avoir un régime hypotoxique.
Et ce régime peut être préventif aussi. C'est une alimentation qui aura des vertus protectrices sur nous contre les maladies de civilisation. Pardon. Donc, quelles sont les maladies de civilisation? C'est le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, voilà. On les appelle les maladies de civilisation. L'alimentation végétarienne, riche en fruits et en légumes, est une alimentation anti-inflammatoire. Et donc, c'est grâce au rôle antioxydant et anti-inflammatoire naturel des polyphénols, des fibres végétales, notamment ceux des épices, de l'huile d'olive, des légumes frais, des oléagineux et des fruits. La richesse des repas de ce régime en vitamines, en oligoéléments et en minéraux et certains pigments alimentaires, comme les caroténoïdes, les anthocyanes, c'est le pigment naturel issu des pétales, des feuilles et des fruits solubles dans l'eau, dans la couleur rouge, violet ou bleu, participerait activement à la protection cellulaire. Elle a un effet hypolipidémiant, c'est-à-dire la baisse des graisses sanguines, donc une protection contre le stress oxydatif aussi, l'inflammation et l'agrégation plaquettaire, une régulation des hormones et des facteurs de croissance impliqués dans la pathogénèse du cancer et une production de substances influençant positivement, médiées par le microbiote intestinal. Donc, en fait, cette alimentation va nous protéger aussi des cancers parce qu'on a vu que c'est une alimentation anti-inflammatoire. Parlons maintenant du gras. Les gras saturés sont dans tous les produits d'origine animale. Pardon. Les gras saturés, je reprends, sont dans tous les produits d'origine animale. On les trouve aussi dans certaines graisses végétales telles que l'huile de coco. L'huile de coco, je ne vais pas vous en parler ce soir, hein, j'ai un enregistrement dessus, je vais vous inviter à rechercher. Mais l'huile de coco, on peut l'utiliser, hein. C'est une très bonne huile pour la santé. Mais mis à part ça, tout ce qui est graisse saturée, on doit éviter. Pour remplacer la viande, on a les légumineuses qui sont riches en protéines et ce sont de bonnes protéines pour notre organisme. Et donc, du coup, en consommant les légumineuses, on va éviter les graisses saturées qui se trouvent dans tous les produits carnés. OK? Et donc, le danger des graisses saturées, qu'est-ce qui va se passer? Ça augmente le taux de mauvais cholestérol dans le sang. Le cholestérol, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'accumuler dans les artères et provoquer l'athérosclérose. Cela peut conduire à l'hypertension, des maladies cardiaques, des crises cardiaques, des accidents cérébrovasculaires. Un excès de gras saturé, en particulier des graisses animales, a été associé à une incidence du cancer du côlon, du poumon, de l'utérus, des ovaires, de la prostate et du cancer du sein. Un excès de gras saturé est associé à tout cela. Donc, si vous devez utiliser des corps gras liquides, optez de préférence pour des graisses dites insaturées. Elles sont considérées comme plus saines en raison de leur structure moléculaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir. Et parmi ces huiles bénéfiques, je prends en exemple l'huile d'olive. Par exemple, qui contient des polyphénols. Donc, c'est très bien d'utiliser l'huile d'olive. J'ai déjà parlé du sucre, hein, qui est un accélérateur du vieillissement. Hein, donc, levez le pied sur le sucre, hein, surtout le sucre raffiné. Aussi, il est maintenant établi que la cuisson de certains aliments à une température supérieure à 110 degrés contribue au processus du vieillissement accéléré cellulaire ainsi qu'à l'apparition de nombreuses maladies chroniques. Donc, je vous conseille de cuisiner un peu plus de cru que de cuit. Et quand vous voulez cuire des aliments, faites plutôt à la vapeur. Parce que lorsque ça monte trop en température, eh bien, vous avez une alimentation morte. Il n'y a plus rien, il n'y a pas de vitamines, il n'y a pas de nutriments dedans. Donc, elle est morte. Et donc, ça encrasse l'organisme, hein. Donc, voilà. Je vais pas, il y a beaucoup de choses à dire, hein, sur l'alimentation végétarienne, mais on aura l'occasion de revoir cela ultérieurement. Après la nutrition, les amis, le sport et l'exercice régulier sont des facteurs déterminants pour activer, éteindre certains gènes grâce à l'épigénétique. Je vous ai dit que la nutrition était importante, mais après la nutrition, on retrouve le sport, l'exercice physique. Et grâce à l'exercice physique, vous allez pouvoir éteindre ou allumer certains gènes grâce à l'épigénétique. L'effort physique entraîne des modifications quasi instantanées. Et plus l'effort est considérable, plus les modifications épigénétiques seront importantes. Par ailleurs,
Les chercheurs ont vérifié que cette méthylation, donc la modification de l'expression des gènes, était le résultat exclusif des contractions musculaires. Ni les hormones, ni les neurotransmetteurs n'y ont contribué. Après quelques heures de récupération, les gènes retrouvent leur état initial. Donc, par conséquent, si vous pensiez vous mettre au sport de manière occasionnelle, je suis désolée de vous décevoir ce soir, mais seule une pratique régulière peut entraîner des changements épigénétiques à long terme. Une pratique régulière seulement qui pourra entraîner des changements épigénétiques à long terme. Donc ça, c'est très important. On va continuer toujours sur le sport. L'équipe du professeur Sundberg a également étudié la musculation d'une seule jambe impliquée dans un exercice de pédalage intensif. C'est une étude qu'ils ont fait. Des dizaines de jeunes hommes et femmes ont ainsi pédalé pendant 45 minutes, 4 fois par semaine, pendant 3 mois, en utilisant toujours la même jambe. Les chercheurs ont pu mesurer la méthylation épigénétique de l'ADN des muscles stimulés par rapport à la jambe témoin et la jambe non entraînée de chaque volontaire, en fait. Donc, ils ont vérifié tout ça. À la suite de ces expériences, il est apparu évident aux chercheurs que les différences biologiques et chimiques observées sous la jambe stimulée n'avaient pu être induites que par l'exercice physique. Donc, ils ont pu prouver justement l'effort justement de l'activité physique. Donc, tout cela a été vérifié. Donc là, c'était pour faire du vélo, quoi. Maintenant, on va voir la marche à pied. La marche à pied est aussi recommandée aussi. Des chercheurs de l'Université New Mexico Heartland ont constaté que le contact du pied sur le sol à chaque pas envoie des ondes de pression à travers les artères qui modifient de manière spectaculaire, en synchronisant avec les battements du cœur, l'apport de sang au cerveau, voire même l'augmente. Il provoque également un feedback épigénétique entraînant la production d'endorphines, hormones du plaisir. Les résultats de ces diverses recherches montrent qu'il existe une continuité d'effets hémodynamiques, donc dépendant de la circulation sanguine, sur le flux sanguin du cerveau humain dans le pédalage, la marche et la course à pied. Il est indiscutable que toutes ces activités optimisent l'irrigation cérébrale et le sentiment aussi général de bien-être durant l'exercice. En réveillant certains gènes par l'épigénétique, le sport, la course à pied, particulièrement la course à pied, produit donc des effets antidépresseurs, un phénomène attribué à une augmentation du taux d'endorphine dans le sang. Pour résumer cela, ce que vous devez retenir, c'est que cette étude nous montre que l'activité physique libère en fait cette hormone qu'on appelle l'endorphine. Donc, quand vous allez courir, voilà, vous pouvez vous dire, bon, ben, je suis en train de libérer de l'endorphine dans mon corps, quoi. Voilà. Et ça, c'est notre créateur qui a prévu cela pour nous. Et tout se fait automatiquement. Et comme je le dis souvent hein, à mes clients, le sport est le premier médicament que nous avons. C'est le médicament gratuit, naturel. La seule chose qu'on a à faire, c'est mettre nos baskets et puis y aller, quoi. Voilà. Alors, sachez aussi que l'endorphine peut être libérée aussi par le cerveau lors de fous rires communicatifs. Je ne sais pas si vous aimez rire, moi j'aime beaucoup rigoler. Alors, je vous invite à prendre du temps chez vous, avec vos amis, et rire. Prenez le temps de rire. Et quand vous êtes en train de rire, vous avez des fous rires, et bien là, il y a une libération d'endorphine. Voilà. Donc, n'ayez pas peur qu'on vous prend pour une folle ou un fou, hein. C'est bon, vous n'allez pas le faire en public devant tout le monde. Voilà, il y a une manière de faire, mais prenez ce temps-là aussi, quoi. Voilà, on va continuer. L'harmonie et l'équilibre du réseau familial, social et professionnel ont des effets épigénétiques pouvant conduire à la production d'ocytocine et de dopamine. Donc, je rappelle que la dopamine est l'hormone de l'action. C'est elle qui active les zones du cerveau liées au système de récompense. L'ocytocine, quant à elle, elle est sécrétée lors des câlins, des relations amoureuses, mais aussi lors de l'exposition au soleil, des échanges de cadeaux aussi.
Les relations harmonieuses et la pratique de la communication non violente amplifient les effets épigénétiques. C'est important. La relation harmonieuse et la pratique de la communication non violente amplifient les effets épigénétiques. Nous savons que les habitudes alimentaires, l'activité physique, la pollution, le stress, les soucis, nos relations sociales ou familiales, les événements heureux ou malheureux susceptibles d'influencer notre trajectoire de vie et notre état d'esprit jouent un rôle important dans la modulation épigénétique de l'expression des gènes. Donc, par conséquent, être entouré d'amis sincères ou vivre une relation amoureuse stable ne peut qu'avoir des effets bénéfiques sur notre santé. Si ce n'est pas le cas, bon, mais c'est le contraire. Nous devons essayer de nous protéger autant que possible de tout ce qui peut avoir un impact négatif sur l'expression de nos gènes. Nous devons essayer de nous protéger autant que possible de tout ce qui peut avoir un impact négatif sur l'expression de nos gènes. Les relations toxiques, etc. Nous devons nous en éloigner. Il y a aussi les perturbateurs endocriniens. Je n'ai pas le temps de développer ce sujet, quoi, mais je voulais quand même vous dire un mot dessus, que les perturbateurs endocriniens aussi sont soupçonnés de conduire à des épimutations. Donc, ça va empêcher aussi le bon fonctionnement de l'épigénétique aussi en nous. Voilà. Donc, juste faisons attention à cela, quoi. Donc, pour résumer, la révolution épigénétique nous apprend que les individus ne sont pas totalement prédéterminés par leurs gènes. Ça, on a vu ça ce soir. Et leur comportement, c'est-à-dire notre comportement, notre volonté d'agir, donc ils peuvent aussi changer leur vie. Je reprends. Notre comportement, notre volonté, cela peut nous permettre de changer notre vie. Cette personne ne peut prétendre maîtriser entièrement sa vie, mais chacun de nous a le pouvoir d'optimiser ses chances de vivre en meilleure santé, à condition d'adopter certains types de comportements. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Vous avez la solution entre vos mains. Vous avez la clé. À nous d'adapter nos modes de vie pour activer les gènes contribuant à nous protéger plus efficacement contre certaines maladies. On peut faire de la prévention avec tout ce qu'on a vu ce soir. Nous avons les clés entre nos mains. Mes amis, quand on analyse tous ces conseils que je viens de vous donner, on retrouve les principes de la réforme sanitaire. Donc, la loi de la santé est en adéquation avec ce que les recherches nous révèlent, ce que les scientifiques ils ont trouvé. C'est Dieu qui leur a permis de découvrir cela, qui leur a permis de voir les 98% d'ADN non codant, à quoi ça sert. Nous avons besoin de pratiquer une activité physique régulière, avoir une bonne alimentation et on peut aller encore plus loin. Citons ces 8 lois de la santé: l'eau, l'air pur, le soleil, la nutrition, l'exercice physique, le repos, la tempérance, la confiance en Dieu. Toutes ces lois sont pour notre bien. Il est écrit dans Exode 15, verset 26, je n'ai pas pensé à mettre le texte. Les Écritures nous disent, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ces 8 lois sont des clés pour la bonne pratique de l'épigénétique. Si on détaille les 8 lois, on verra les bienfaits qu'ils apportent à notre santé. Et donc, on aura un effet bénéfique sur l'expression de nos gènes. Ce soir, je ne vais pas tout détailler, mais si je dois détailler chaque point, vous verrez l'importance de l'eau, l'importance de bien dormir, l'importance de l'activité physique, l'importance de la nutrition, etc., etc. Tout cela a des effets positifs sur nous. Ce n'est pas pour rien que notre Créateur nous a donné ces lois. Nous avons un grand potentiel en nous que notre Créateur a mis à notre disposition. Nous pouvons décider ou pas de vivre plus longtemps. Notre Créateur souhaite que nous revenions à l'alimentation de l'Éden. C'est lui qui nous a formés. Il sait mieux que quiconque ce que notre organisme a besoin pour bien fonctionner.
Il nous aime. Et il nous dit aujourd'hui, nous lance un appel ce soir. Il nous dit, je veux te guérir. Je veux te bénir. Voici ce que l'Éternel nous dit en ce soir. Je veux te guérir. Je veux te bénir. Je laisse cela sur votre cœur, à la réflexion. La santé est un trésor. C'est la plus grande richesse que nous puissions posséder. Que l'Éternel, par son Esprit Saint, nous aide à remporter la victoire sous le goût, l'appétit, afin de nous alimenter selon ce que nos cellules ont besoin. Prendre soin de ce temps merveilleux qu'il nous a donné. Il est écrit, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31. Amen. Je laisse la place maintenant au pasteur Saint-Élie. Alors déjà, merci Guylaine pour ce partage. Écoute, je pense que nous avons tous été bénis et je remercie encore le Seigneur d'avoir mis des professionnels comme toi que nous avons au sein de notre communauté pour nous permettre justement d'être comme alors j'allais dire des personnes qui vont pouvoir alerter, influencer et toujours aller dans cette ligne droite que le Seigneur a mis pour nous, à savoir nous sensibiliser à ce qu'il a mis depuis la création. Donc, merci pour ton intervention. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez des questions, mais nous les verrons un peu plus tard. Auparavant, justement, restons dans cet état d'esprit, cette disposition, cette volonté, comme tu disais, de vouloir réellement changer, intercéder justement pour pouvoir avoir cet échange, ce moment de prière. Et après, un peu plus tard, nous allons répondre aux questions. Vous pourrez justement indiquer toutes vos questions dans le chat. Oui, tout à fait. Nous allons passer maintenant à un moment d'intercession.